Tandis que le parfum des fleurs embaumait encore la chapelle et que le cercueil venait d'être refermé, elle fit son entrée. Véronique, l'ex-femme qu'il avait abandonnée 15 ans plus tôt, sur des talons hauts et dans une robe moulante, elle traversa l'allée, réclamant les 24 millions d'euros de l'héritage comme s'il lui revenait de droit. Mais ce qui suivit démasqua chaque personne dans cette salle et déclencha une bataille qu'elle ne s'attendait jamais à perdre. Lorsque les portes de la chapelle s'ouvrirent en cet après-midi gris, mon cœur était déjà plus brisé que je ne l'aurais cru possible. Le cercueil de mon fils, poli et solennel, reposait sur l'autel, entouré d'arrangements de fleurs blanches, ses préférés. L'hymne qu'il aimait venait de résonner une dernière fois entre les vitraux, laissant un silence lourd qui semblait absorber chaque respiration dans la salle. Ce fut dans ce moment sacré de douleur qu'elle apparut. Véronique Picard entra dans la chapelle comme si elle arrivait à une réunion d'affaires et non aux funérailles de l'homme qu'elle avait abandonné 15 ans auparavant. Le claquement de ses talons de 10 centimètres brisa brutalement le silence, faisant se retourner toutes les personnes présentes. Sa robe noire, trop élégante pour l'occasion, épousait son corps comme une seconde peau. Mais ce fut son sourire, ce sourire en coin calculé, qui me glaça le sang. « Je suis ici pour réclamer ce qui m'appartient », annonça-t-elle d'une voix claire et répétée, la projetant pour que tout le monde l'entende. « Les 24 millions d'euros que mon mari a laissés. En tant que son épouse légale, j'y ai pleinement droit. » L'air fut comme aspiré hors de la chapelle. Certains eurent un hoquet de surprise. D'autres se tournèrent, stupéfaits, vers leurs voisins de banc, mais je ne me retournai pas pour la regarder. Pas encore. Je gardais les yeux fixés sur le cercueil, sur la plaque de laiton qui brillait doucement avec son nom. Il n'avait même pas encore été mis en terre et elle était déjà là, tel un vautour, essayant d'arracher ce qui restait de lui. Ce ne fut pas de la tristesse que je ressentis à ce moment-là. Ce fut une chaleur intense qui monta dans ma poitrine, me serrant la gorge. Une fureur silencieuse qui s'installa lourdement derrière mes côtes. Mon défunt mari disait toujours que j'avais la patience d'un roc. Ce jour-là, j'eus besoin de chaque fragment de cette patience. Le jeune avocat de Véronique se tenait à ses côtés, visiblement nerveux, parcourant des papiers dans un dossier bleu. Sa voix tremblait tandis qu'il mentionnait des termes comme « état matrimonial », « droit du conjoint survivant » et une clause qu'il n'avait manifestement pas lue avec assez d'attention. Il ne savait même pas qu'elle avait renoncé à tous ses droits dans l'accord de divorce des années auparavant. Je regardais à ma gauche où maître Sophie Laurent, mon avocate, sortait déjà discrètement un dossier de son sac. Elle me fit un petit signe de tête. « Pas encore, attendez », semblait dire son regard. Les murmures avaient commencé à se propager dans la chapelle comme une vague. L'entrée de Véronique n'avait pas seulement brisé le silence, elle avait brisé l'illusion de paix que j'avais tenté de maintenir ce jour-là. Les personnes en deuil s'agitaient, mal à l'aise, sur leurs sièges. Certains regardaient le sol, incapables d'assister au spectacle. D'autres me regardaient, moi, s'attendant à ce que je m'effondre, que je craque face à cet affront, mais je ne le fis pas. Lentement, je me retournai pour lui faire face. Véronique n'hésita pas lorsque nos regards se croisèrent. Il y avait une confiance froide dans ses yeux, le genre qui n'existe que chez les personnes qui croient avoir gagné avant même que la bataille ne commence. Elle releva légèrement le menton, fière d'elle. Peut-être s'attendait-elle à ce que je la supplie, que je pleure ou que je fasse une scène devant l'autel, mais je restai immobile, et cela parut la déstabiliser, car sa voix devint plus forte, plus insistante. Je ne suis pas ici pour me battre, je suis ici pour prendre ce qui est légalement à moi. Finalement, je parlais, ma voix plus froide que la sienne, parfaitement contrôlée. Vous n'êtes pas sa femme, plus maintenant. Pendant une seconde, elle hésita. Son avocat lui chuchota quelque chose en tournant une page de ses documents, mais je pus le voir sur son visage. Elle s'attendait à ce que je ne connaisse pas la loi. Elle s'attendait à ce que je sois trop bouleversé pour réagir. Elle pensait que ses funérailles étaient sa scène et que je serais trop brisé pour contre-attaquer. C'est alors que Sophie s'avança, silencieuse comme une ombre, et tendit au bedeau une copie du jugement de divorce, scellé, authentifié. La renonciation totale à toute réclamation future sur les biens avait été finalisée plus d'une décennie auparavant. Je n'eus pas besoin d'en dire plus. La vérité était là, imprimée à l'encre officielle, et le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Quelqu'un toussa nerveusement. Un autre murmura « Mon Dieu !» Véronique se tenait là, les lèvres pincées, les yeux parcourant les bancs de la chapelle. Elle attendait que quelqu'un la défende. Personne ne le fit, et je restais là, ni triomphante, ni arrogante, juste ferme.
J'avais passé 15 ans à élever mon fils seul après qu'elle l'eût quitté, avec rien d'autre que des dettes médicales et un cœur en miettes. J'étais présente à chaque séance de radiothérapie, chaque chirurgie, chaque appel nocturne, quand la douleur arrivait plus vite que les médicaments ne pouvaient la suivre. Elle était absente, complètement disparue, jusqu'à ce que l'argent vaille la peine de revenir. Quand je me tournais enfin pour sortir de la chapelle, je ne regardais pas en arrière. Je marchais vers la sortie avec Sophie à mes côtés, nos pas lents et réguliers, comme si nous marchions vers une bataille qui ne faisait que commencer. J'entendis quelqu'un murmurer mon nom avec sympathie. Un autre dit « Justice ». Mais je n'avais pas besoin de sympathie. Je ne voulais pas la justice, pas encore, car je savais que c'était loin d'être terminé. Ce qui allait suivre ferait passer les funérailles pour un simple prélude. Dehors, le vent s'était levé, faisant tourbillonner des feuilles sèches autour des marches en pierre. Sophie me rejoignit et me tendit silencieusement une enveloppe Kraft. Je la glissai sous mon bras sans un mot. Nous savions toutes les deux que j'en aurais besoin très bientôt. Le directeur des pompes funèbres nous trouva sur le trottoir, visiblement troublé, pour s'excuser de l'interruption. Je lui dis de ne pas s'inquiéter. « La mort n'apporte pas toujours la dignité », répondis-je. Il ne sut que dire après cela, et je n'avais pas besoin qu'il le sache. Nous montâmes dans la voiture. Sophie conduisait. Je m'assis sur le siège passager, regardant par la fenêtre, les mains jointes, respirant lentement. Pas calme, juste contrôlé. Il y a une différence. Il nous fallut exactement 11 minutes pour arriver au cabinet Laurent, associé dans le centre de Paris. L'assistante de Sophie avait déjà préparé la salle de conférence, refermant la porte derrière nous et la verrouillant avec un clic doux qui semblait sceller le monde extérieur. Sophie posa 2 documents sur la table en bois sombre et les lissa de ses mains précises. Le premier était le dernier testament mis à jour de mon fils, daté de 9 mois avant son décès. J'étais assise à ses côtés quand il l'avait signé, ses mains minces mais fermes. Dans le document, il me léguait tous ses biens, l'argent, les actions de l'entreprise, les propriétés, l'assurance, même les droits de propriété intellectuelle de l'application qu'il avait conçue dans ces derniers mois. Il n'y avait aucune mention de Véronique, pas une seule ligne. Le second document était l'accord de divorce d'il y a 15 ans, une renonciation totale aux droits futurs sur tout bien actuel ou futur, finalisé et authentifié. Sophie avait la copie certifiée en main, avec l'enregistrement du notaire, sans faille, sans ambiguïté. Pourtant, la voix de Sophie était mesurée quand elle parla. Véronique n'a aucune base légale, mais elle est audacieuse. Je m'attends à ce que cela dégénère. J'acquiesçais, la mâchoire serrée, non par peur, mais par une concentration absolue. Si Véronique voulait transformer cela en guerre, elle me trouverait en première ligne. J'avais pleuré mon fils de tout mon être. Maintenant, je défendrai ce qu'il avait laissé. Je ne permettrai pas qu'une femme qui avait disparu pendant 15 ans transforme le dernier chapitre de sa vie en un cirque juridique. Sophie me tendit une copie de l'inventaire des biens, soigneusement classés. Je jetai un coup d'œil rapide. Compte bancaire, actions de la société, la maison au bord du lac, l'appartement, même la voiture. Puis je vis le dernier élément, une lettre vidéo privée enregistrée par mon fils et stockée numériquement sous protection d'avocat. Je ne savais pas qu'il avait fait ça. Sophie frappa le dossier avec détermination. Il est temps. Nous nous rendîmes au palais de justice, non pas pour une audience formelle, mais pour une réunion que Sophie avait organisée avec le juge des référés. Une courtoisie accordée en raison de l'importance des biens et de la tension évidente qui les entourait. Il accepta d'examiner les dossiers à l'avance et de confirmer que les réclamations de Véronique seraient marquées comme invalides immédiatement après leur présentation. Une ordonnance de protection temporaire sur les biens fut émise en 1 heure. Un record, même pour Sophie, qui montrait rarement sa surprise, mais elle haussa légèrement les sourcils lorsque le document arriva si vite. Alors que nous sortions, le ciel s'était assombri. Les nuages se refermaient comme un rideau avant une tempête. Le téléphone de Sophie sonna alors que nous étions sur les marches du palais. C'était l'avocat de Véronique. Elle répondit sur haut-parleur, me permettant d'entendre chaque mot. La voix de l'homme était hésitante alors qu'il demandait une réunion pour discuter d'une éventuelle résolution à l'amiable. Sophie répondit, avec une froideur professionnelle que je connaissais bien, toutes les conversations devaient se faire par écrit, et l'ingérence de Véronique dans un service religieux serait incluse dans toute réponse formelle. Je ne parlais pas pendant l'appel. Je n'en avais pas besoin. J'avais passé des années à rester silencieuse pour la paix, pour mon fils, pour la famille. Ce temps était révolu au moment où Véronique avait prononcé 24 millions d'euros
devant son cercueil. Ce soir-là, à la maison, j'ouvris la lettre vidéo privée. Mon fils était assis dans le fauteuil près de la fenêtre, le même fauteuil où nous lisions ensemble quand il n'était qu'un enfant. Sa voix était calme, son ton clair et ferme, malgré la faiblesse physique évidente. Il parla de la fondation qu'il voulait que je crée, des bourses communautaires, du jardin commémoratif derrière le laboratoire technologique. Il parla de moi, de la façon dont je l'avais soutenu, de la force qu'il espérait que je continuerais à montrer même après son départ. Puis, vers la fin, il dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Si elle revient, j'ai besoin que tu tiennes bon, pas seulement pour moi, mais pour toi. » Elle s'est éloignée de moi. Mais toi, maman, tu ne l'as jamais fait. Tu mérites tout ce que je t'ai laissé. Je t'ai choisi, toi. Je repassai cette dernière partie 2 fois, laissant le poids de ces mots s'installer sur ma poitrine comme une main, pressant fermement, mais avec tendresse. Je ne pleurais pas cette nuit-là. Il y aurait du temps pour ça plus tard. Maintenant, j'avais une décision à prendre. J'ouvris le tiroir de mon bureau et sortis un bloc-notes. J'écrivis 3 noms. 3 personnes qui avaient soutenu mon fils quand Véronique ne l'avait pas fait. 3 personnes qui avaient été témoins de choses, qui savaient des choses. L'une d'elles avait accès au dossier hospitalier, une autre avait archivé les contrats de développement. La 3e possédait des courriels personnels qui n'avaient jamais été divulgués. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de protection. Je ne la laisserai pas réécrire son histoire. Pas tant que j'aurai un souffle dans mes poumons, pas tant que j'aurai encore sa voix dans mes oreilles. Le lendemain matin, la nouvelle se répandit. Pas sur l'argent, ça viendrait plus tard, mais sur ce qui s'était passé à l'église, sur l'entrée de Véronique, sur la confrontation, sur le silence qui avait suivi. Mon téléphone sonna avant l'aube. De vieux voisins, des cousins éloignés, des gens dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années, appelant pour demander comment j'allais. Mais sous l'inquiétude, je pouvais entendre autre chose. De la curiosité, de l'hésitation, une légère note interrogative dans leur voix, comme s'ils n'étaient pas sûrs de quel côté de l'histoire croire encore. Je ne rappelais personne. Je m'assis à la table de la cuisine avec une tasse de café noir et regardais le ciel s'éclaircir sur le jardin. Le même jardin où mon fils avait joué quand il était petit, où nous avions fait des barbecues les week-ends, où j'avais planté des myosotis le long de la clôture pendant sa première série de chimiothérapie. C'était un espace tranquille, un bon endroit pour penser. Mais la tranquillité ne dura pas. Vers 10 heures, Véronique publia une photo, une image recadrée de mon fils datant d'années, une qu'elle n'avait pas le droit de partager. La légende était courte. Le cœur brisé de dire adieu à l'amour de ma vie, que justice soit faite. Puis vinrent les commentaires. La plupart provenaient de personnes qui ne connaissaient pas la vérité ou ne s'en souciaient pas. Des gens qui prirent sa version de l'histoire et la répandirent comme une traînée de poudre. Il y avait des émojis de sympathie, des mots comme « courageuse »,« injuste » et « tragique ». Certains mentionnèrent des avocats. L'un d'eux dit qu'elle devrait se battre pour ce qui lui revenait. C'est à ce moment-là que les choses changèrent. Je m'attendais déjà à une bataille juridique. J'avais déjà sécurisé les documents, mais c'était différent. C'était public. C'était une question d'image. Et si j'avais appris quelque chose au cours de la dernière décennie, c'est que les gens croient ce qu'ils voient en premier, même si c'est un mensonge complet. J'envoyai un message à Sophie. La réponse arriva comme un éclair. Nous surveillons déjà. Nous préparons une chronologie pour diffusion. 1 heure plus tard, Juliette, la directrice financière de mon fils, appela pour dire qu'elle avait reçu 2 appels de journalistes demandant des informations sur « la veuve ». Juliette prononça ce mot avec une amertume que j'appréciais profondément. Je lui dis d'attendre. Nous n'allions pas réagir, nous allions répondre. Et il y a une différence fondamentale entre ces 2 actions. À midi, je me rendis dans le centre pour retrouver Sophie. Elle avait réservé un salon tranquille dans une bibliothèque privée qui était autrefois une banque, murs épais, insonorisés. Nous ne voulions pas d'oreilles indiscrètes. Ce que nous devions préparer n'était plus seulement juridique, c'était réputationnel. Sophie présenta le plan en 3 parties. Premièrement, confirmer la position légale avec l'ordonnance temporaire du juge et entamer la procédure pour une motion permanente afin de bloquer l'ingérence de Véronique. Cette partie était déjà en cours. Deuxièmement, rassembler toutes les preuves personnelles que mon fils avait laissées et toute la documentation des personnes de son cercle intime. Juliette avait des emails et des emplois du temps prouvant que Véronique n'était jamais apparue pendant sa maladie. Michel avait des registres authentifiés du divorce et des accords de propriété. Daniel, l'infirmier de l'unité de soins intensifs,
avait une déclaration écrite sur la dernière semaine, y compris la visite que Véronique n'a jamais faite. Troisièmement, et c'était la partie que Sophie ne m'avait pas encore dite, préparer un événement public. Pas seulement un communiqué de presse ou une requête légale, mais quelque chose de réel, de visible. Un engagement public envers la fondation que mon fils voulait créer. Sophie croyait que la meilleure défense n'était pas seulement un tribunal, c'était une foule, et elle n'avait pas tort. Nous choisîmes une date, 3 jours plus tard, et un lieu. La principale salle de conférence de l'hôtel de ville. Le maire avait déjà exprimé son soutien à la fondation des mois auparavant, quand mon fils était encore en vie et posait discrètement les bases. Nous avions encore les lettres, les autorisations, tout ce qu'il avait arrangé. Nous ne faisions que poursuivre ce qu'il avait commencé. Mais je n'étais pas intéressé par le spectacle. Je dis à Sophie que tout devait rester centré sur lui, pas sur Véronique, pas sur moi. La cause, la mission, l'impact communautaire, c'était ce qui comptait. Pourtant, je savais que Véronique viendrait, et je devais être prête. Ce soir-là, je visitais l'ancien bureau de la start-up où mon fils travaillait. Les lumières étaient éteintes, les meubles recouverts. L'équipe avait déménagé après le rachat, mais Juliette avait encore les clés. Elle me rejoignit à l'entrée et m'emmena à son ancien bureau. La chaise était toujours là, ainsi que la tasse avec une ébréchure sur l'anse. Le tableau blanc avec des notes à moitié effacées sur les fonctionnalités de l'application, dans son écriture que je reconnaîtrais entre mille. Juliette me tendit une clé USB sans dire grand-chose, la pressant simplement dans ma main avec un geste déterminé. À l'intérieur se trouvaient les 2 derniers mois d'emails privés de mon fils. Elle avait filtré tout ce qui n'était pas pertinent. Ce qui restait, c'était les communications sur la fondation, ses instructions médicales finales et ses derniers contacts avec des conseillers juridiques. Plus tard dans la nuit, je m'assis à mon propre bureau, le même sur lequel je corrigeais des devoirs quand j'enseignais en primaire, et j'ouvris la clé USB. Il y avait 3 emails marqués d'une étoile rouge, un pour Sophie, un pour Juliette, un pour moi. Celui qui m'était destiné n'avait jamais été envoyé. Il l'avait gardé en brouillon. Il disait « Maman, si tu lis ça, c'est que je suis parti. Et si elle apparaît, je sais que ce sera difficile. Mais je veux que tu te souviennes que tu es la seule qui soit restée. Tu étais là quand je ne pouvais pas marcher, quand je ne pouvais pas dormir, quand j'étais plus de tube que de peau. Tu n'as jamais quitté la chambre. Alors ne la laisse pas réécrire ce que nous avons vécu. Je t'ai choisi, toi, pas elle. Jamais elle. » C'est à ce moment-là que mon doute disparut. Non que j'ai prévu d'abandonner, mais quelque chose en moi s'apaisa. J'avais porté la douleur et la fureur toute la semaine. Maintenant, j'avais la clarté. Véronique voulait utiliser l'opinion publique comme une arme. Je brandirais la vérité, pas seulement au tribunal, mais devant chaque personne qui avait vu sa publication et cru au mensonge. 3 jours après les funérailles, j'entrais à l'hôtel de ville par l'entrée arrière. Sophie l'avait arrangé ainsi, moins de bruit, moins de regards. L'auditorium se remplissait déjà de gens. Presse locale, investisseurs en technologie, leaders communautaires. Le cabinet du maire avait confirmé sa présence, non pas pour un discours, mais pour montrer son soutien. C'était plus important. L'événement était simple sur le papier. Une inauguration, le lancement public de la fondation commémorative du bois. Mais nous savions tous que c'était plus que cela. C'était un message. Les chaises étaient disposées en rangée face à un écran de projection. Une bannière était suspendue près de l'avant, un héritage de sens. Le visage de mon fils était sur le programme, souriant de cette manière discrète qu'il avait toujours lorsqu'il était fier, mais ne voulait pas attirer l'attention. Ce sourire parlerait pour lui maintenant. Sophie et Juliette s'occupaient de l'enregistrement de la presse. Michel était posté près de la table latérale avec des dossiers juridiques. Daniel, l'infirmier, s'était proposé pour accompagner les invités plus âgés. Chacun avait un rôle, chacun comprenait l'enjeu. À Dix 2, les portes se fermèrent. À Dix 5, Sophie monta sur le podium et tapota une fois le micro. Elle ne souriait pas, elle n'était pas là pour charmer qui que ce soit. « Bonjour, nous sommes ici pour honorer la vision et les valeurs d'un homme qui a vécu avec une brillante discrétion et a laissé un plan pour avoir un impact. Ce que vous verrez aujourd'hui ne concerne pas la perte, mais l'intention, la clarté, la vérité. » Elle s'écarta et les lumières s'éteignirent. L'écran s'illumina avec une vidéo datée de 5 semaines avant sa mort. Mon fils était assis dans un fauteuil, les épaules légèrement voûtées, les yeux fatigués mais concentrés. L'arrière-plan était son bureau à la maison, celui rempli de livres, de plantes et de photos que je connaissais par cœur. Sa voix était calme mais ferme.
Si vous regardez ceci, c'est que je ne suis plus là. Mais je voulais expliquer de mes propres mots pourquoi j'ai pris les décisions que j'ai prises. Je ne voulais pas de confusion, pas de dispute. Je voulais que la vérité parle d'elle-même. Il continua en décrivant sa maladie, ses espoirs pour la fondation, sa décision de me laisser ses biens, à moi et à moi seul. Ses raisons n'étaient pas émotionnelles, pas vengeresses, juste mesurées et claires. Elle est partie, dit-il sans hésitation. Quand j'avais le plus besoin d'elle, elle n'était pas là. Et quand j'ai construit quelque chose qui valait la peine qu'elle revienne, elle est revenue. Je ne peux pas permettre que cela définisse mon héritage. Je choisis la personne qui n'est jamais partie. La salle resta dans un silence absolu lorsque la vidéo se termina. Aucune toux, aucun mouvement, juste une immobilité totale. Je me levai, non pas parce que je le voulais, mais parce que je le devais. Je marchais lentement jusqu'au podium, sentant le poids de tous les regards. J'avais parlé dans des salles de classe pendant 30 ans. J'avais prononcé des éloges funèbres, des toasts d'anniversaire et des discours de départ à la retraite. Mais ce moment était différent. Il ne s'agissait pas de célébration, il s'agissait de tracer une ligne définitive dans le sable. Je remerciais tout le monde d'être là. Je reconnus la présence du maire. Puis je lus les noms des premiers bénéficiaires de la bourse. Je lus les noms des écoles locales qui recevraient un soutien technologique. Je décrivis le fonds d'aide médicale d'urgence qui porterait le nom de mon fils. Le public écouta attentivement. Personne n'interrompit. Puis, j'abordai la situation directement. Certains d'entre vous ont être vu des publications en ligne, entendu des rumeurs, lu des commentaires. Je ne répondrai pas au ragot. Je répondrai avec des preuves. Juliette baissa de nouveau les lumières. L'écran montra des emails de mon fils, étiquetés, datés, des communications vérifiées avec Sophie, avec Juliette, avec moi. Il documentait ses intentions, ses plans de succession révisés, ses désignations de bénéficiaires d'assurance annulées, tout le fondement indiscutable des faits. Puis vinrent des documents juridiques numérisés, le jugement de divorce, l'accord signé, la renonciation aux droits. Surligné en jaune, la ligne où Véronique avait apposé sa signature, consentant pleinement à renoncer à toute réclamation future. Enfin, la dernière diapositive, une capture d'écran d'un email que Véronique avait envoyé à un ami proche 6 semaines avant les funérailles. Le message avait été transmis anonymement au bureau de Sophie. Véronique y écrivait « Peu importe ce que ça coûte, je reviens pour prendre ce qui devrait être à moi. Il me le devait. Et si sa mère veut une guerre, je suis prête. » Je regardais le public. C'était son histoire. Voici la mienne. Et cette fondation, ce travail, cet héritage appartiennent à l'homme qui l'a gagné, pas à celle qui l'a quitté, pas à celle qui est revenue quand les gros titres sont apparus. Quelques personnes applaudirent, puis quelques autres. Quand je quittais le podium, toute la salle applaudissait. Je ne souris pas, je ne m'inclinais pas. J'acquiesçais simplement une fois et retournais à mon siège. Véronique était là. Je l'avais vue arriver en retard. Elle s'était assise au dernier rang, avec des lunettes de soleil, les lèvres pincées. Quand les lumières revinrent, elle se leva et partit. Elle ne fit pas de scène, ne parla pas. Mais ses talons résonnèrent fort sur le sol alors qu'elle partait, comme si elle voulait être entendue, comme si elle voulait que quelqu'un la poursuive. Personne ne le fit. Sophie se pencha vers moi. Elle va riposter. Je ne répondis pas, je n'en avais pas besoin. Elle essaierait et nous serions prêtes. Après l'événement, des gens s'approchèrent, me serrèrent la main, me racontèrent des histoires sur mon fils que je n'avais jamais entendues, un camarade d'université, un mentor d'un incubateur technologique, un père dont le fils avait reçu des cours gratuits grâce à l'application que mon fils avait construite sa dernière année. Cet après-midi-là, une photo de l'événement parut dans les nouvelles. Moi, debout au podium, une main sur le pupitre, l'autre tenant le programme, le visage de mon fils à côté de moi sur l'écran. La légende disait « Une mère protège l'héritage de son fils ». Et c'était exactement ce que j'avais fait. Publiquement, clairement, sans crier, sans colère, mais avec chaque fait aiguisé comme une lame. Le lendemain matin, je me réveillais dans le silence. Pas de nouveaux messages, pas d'appels manqués, pas d'email de Sophie. Mais je ne confondis pas le calme avec la paix. C'était le genre de silence qui précède quelque chose qui se brise. À 8h30, Sophie m'envoya un unique message. Restez loin des réseaux sociaux. Son ton était toujours contrôlé, mais je pouvais sentir l'urgence derrière ces 5 mots. J'obéis, mais je n'eus pas à me demander pourquoi longtemps. Juliette appela 30 minutes plus tard. Véronique a posté quelque chose. Un clip vidéo. Des extraits de votre fils coupés, sortis de leur contexte. On dirait qu'il regrette d'avoir changé le testament.
Je fermai les yeux et pris une profonde inspiration. L'événement à l'hôtel de ville l'avait secouée. Maintenant, elle jouait sale. Cet après-midi-là, Sophie et moi nous retrouvâmes dans le même salon privé de l'ancien bâtiment de la banque. Elle avait déjà téléchargé le clip, l'avait sauvegardé, transcrit, et une équipe vérifiait ses montages. Il n'y avait pas de rush complet pour comparer, aucune trace de ces mots dans un quelconque fichier brut. C'était une fabrication, mais c'était assez subtil pour tromper les gens qui voulaient la croire. Sophie tourna l'écran de son ordinateur portable vers moi et appuya sur play. La voix de mon fils se fit entendre, mais les phrases étaient coupées, réarrangées, les pauses supprimées. Il semblait incertain, dépassé. Puis la voix de Véronique se superposa. Elle parlait doucement, avec une fausse sympathie, mais chaque mot laissait entendre que j'avais manipulé mon fils pour l'exclure. Elle avait même intitulé la vidéo « Que la vérité soit entendue ». Elle était déjà partagée aux 4 coins d'Internet. Les commentaires changèrent rapidement. Des inconnus la qualifiaient de « courageuse », d'autres me traitaient de « cupide ». Certains suggéraient que j'avais isolé mon fils pendant sa maladie, éloigné ses amis, coupé le contact avec son ex-femme par jalousie. Les mensonges poussent vite sur le bon terrain, mais nous n'avons pas paniqué. Sophie avait déjà planifié le coup suivant. La première partie du plan de Sophie était simple. Nous diffuserions la vidéo complète en question, la version intacte, horodatée, enregistrée en une seule prise. Michel avait l'original sur un disque sécurisé, protégé par des mots de passe et des authentifications qui prouvaient son intégrité. La deuxième partie demandait plus de coordination. Vers la fin de la journée, Juliette avait réussi à obtenir la permission de 3 anciens partenaires commerciaux de mon fils pour partager des communications internes, des emails archivés, des notes de réunion, des messages de mon fils exprimant sa déception face au comportement de Véronique au fil des ans. Dans un message daté de 2 ans avant sa mort, il écrivait « Elle a repris contact, pas pour prendre de mes nouvelles, pas pour s'excuser, juste pour savoir si l'introduction en bourse était finalisée. Je suis fatigué de prétendre que les gens s'en soucient alors que ce n'est pas le cas. Je n'ai plus l'énergie pour ça. » Sophie rassembla tout cela dans un dossier méticuleusement organisé et étiqueté « Documentation sur le schéma comportemental ». Propre, professionnel, dévastateur dans sa simplicité. Le lendemain matin, nous tîmes une conférence de presse. Ce n'était pas un événement tape, à l'œil, pas de podium élaboré, pas de mise en scène. Juste une salle de conférence avec un projecteur et des dossiers imprimés pour chaque personne présente. Sophie ouvrit avec une seule phrase qui résonna dans la salle. « La désinformation est dangereuse, voici la vérité. » Puis nous avons projeté la vidéo originale complète. Le message non édité de mon fils, calme, clair, confiant. Il expliquait ses décisions sans hésitation, sans confusion. Il me nommait comme sa seule exécutrice testamentaire, sa seule aide-soignante, sa seule famille restante. Nous avons distribué les preuves écrites. Nous avons laissé du temps pour les questions. Nous n'avons pas offert de phrases toutes faites. Nous n'avons pas créé de récits alambiqués. Nous avons simplement présenté des faits indiscutables. Véronique ne répondit pas publiquement, mais elle n'en avait pas besoin. Le tort à sa crédibilité était déjà visible. Ce soir-là, l'un des blogs communautaires qu'il avait encensé publia une discrète rétractation. Un autre supprima sa vidéo manipulée. Un troisième publia des transcriptions côte à côte montrant comment le clip avait été modifié. Pourtant, ce n'était pas assez, pas pour moi. Les faits étaient de mon côté, mais je ne cherchais pas seulement des faits, je cherchais une clarté absolue. Alors je pris une décision. J'appelai Juliette et lui demanda de divulguer la note de service interne que mon fils avait écrite lors de sa dernière hospitalisation. Elle était destinée au conseil d'administration de l'entreprise, mais le ton était profondément personnel. La note détaillait son plan pour la fondation, ses raisons de la créer en mon nom, son désir de distancer l'organisation de toute personne qui l'avait abandonnée. À la fin, il écrivait « Je ne veux pas que mon nom soit utilisé pour quoi que ce soit de faux, de superficiel. Si les gens doivent se souvenir de moi, que ce soit pour ce que j'ai réellement fait et pour qui m'a réellement soutenu. » Sophie hésita avant d'accepter. C'était une pièce puissante, mais cela allait aussi remuer les choses à nouveau. Je lui dis que c'était précisément le but. La note fut publiée à midi, avec le consentement du conseil et le soutien de la fondation. Elle n'attaquait pas directement Véronique. Elle ne la mentionnait pas par son nom, mais elle exposait chaque mensonge qu'elle avait raconté simplement par son existence, comme un rayon de lumière dissipant les ombres.
Le soir, je commençais à recevoir des messages étranges, des survivants de maladies graves, des aidants, des personnes qui avaient vu des êtres chers mourir lentement et seuls. Ils écrivaient pour dire qu'ils comprenaient, qu'ils me croyaient. Ils avaient vu des gens apparaître trop tard, juste pour réclamer quelque chose qu'ils n'avaient pas gagné. Mais même cela ne me satisfaisait pas complètement, car Véronique n'avait pas fini. À 22h30 ce soir-là, Sophie m'appela de nouveau. Elle a déposé une motion pour contester le testament. Elle prétend que votre fils a été contraint. Elle prétend qu'il n'avait pas toutes ses facultés mentales lorsqu'il a fait les derniers changements. Je demanda à Sophie à quel point l'allégation était solide. Faible, répondit-elle, mais cela forcera une réponse formelle. Cela lancera la communication des pièces, ouvrira les dossiers. Je lui dis que je n'avais pas peur des dossiers. Laissez-la creuser, car plus elle irait profond, plus elle découvrirait la vérité qu'elle essayait d'enterrer. Il ne s'agissait plus seulement d'un mensonge, il s'agissait de caractère, et le caractère a une portée plus grande que l'argent. La requête arriva tard, un jeudi. Sophie me transmit le document à 21h42, exactement comme je savais qu'elle le ferait. Propre, annoté, avec une courte note en bas. Pas besoin de répondre encore, mais vous devriez voir ça. Free one. Again, everyone. Je lus chaque page avec une attention méticuleuse. L'équipe juridique de Véronique m'accusait d'influence indue. Ils prétendaient que mon fils avait été manipulé émotionnellement, que je l'avais isolé, que je l'avais contraint à réécrire le testament alors que son esprit était obscurci par les médicaments et la maladie. Ils me qualifiaient de contrôlante, d'oppressive, d'implacable. Je m'assis seul à la table de la cuisine, la même table où j'étalais autrefois des projets de science et des fiches de vocabulaire, la même table où j'avais rasé la tête de mon fils après sa première série de chimiothérapie, en essayant de le faire rire alors que les cheveux tombaient par mèches. Maintenant, cette table contenait une accusation selon laquelle je l'avais volé, l'avais plié à ma volonté, avait utilisé sa douleur à mon propre profit. Je me permis de le ressentir pleinement. Pas la colère, pas encore. La douleur s'installa dans ma poitrine comme quelque chose de vieux qui revenait, quelque chose de lourd, quelque chose avec quoi je pensais avoir fait la paix. Cette douleur revint cette nuit-là, car lire cette requête, c'était revivre chaque heure passée à ses côtés. Chaque fois que j'avais tenu un sac à vomi dans une main et ses doigts dans l'autre, chaque fois que j'avais appuyé sur le bouton de morphine quand l'infirmière n'arrivait pas assez vite. Il m'appelait implacable, mais il n'était pas là quand je lui lisais des histoires alors qu'il avait la nausée, quand je changeais les draps à 3 heures du matin, quand je lui massais les pieds pour qu'il puisse dormir. Il n'était pas là la nuit où il s'est réveillé en hurlant et ne se souvenait plus de quelle année on était. Il n'était pas là l'après-midi où il m'a demandé, clairement et en pleine possession de ses moyens, de m'assurer qu'elle ne toucherait jamais un centime. Moi, j'y étais. Alors je laissais le poids s'installer. Je ne le combattis pas, je ne le repoussais pas, je me servis un verre d'eau. Je restais assise, parfaitement immobile, tandis que je laissais les mots me submerger. Et je me rappelais exactement qui j'étais. Pas la femme qu'il décrivait sur le papier, mais la mère qui était restée. Le lendemain matin, je retrouvais Sophie à son cabinet. Elle avait déjà rédigé notre réponse initiale. Mais avant de déposer quoi que ce soit, nous restâmes assises en silence un moment. Elle m'observait comme si elle s'attendait à ce que je cède, que j'explose de colère ou que je m'effondre en larmes. Je ne fis rien de tout cela. Je dis simplement « faisons-le proprement, faisons-le de manière définitive ». Elle hocha la tête avec un petit sourire approbateur. Nous convîmes de préparer une déclaration sous serment complète. Le témoignage de Daniel l'infirmier, la déclaration de Juliette la directrice financière, les registres authentifiés de Michel. Nous inclurions toute la chaîne d'emails documentant les demandes de mon fils, son enregistrement vocal, sa note privée, tout. Mais je ne voulais pas que la prochaine étape soit uniquement juridique. J'avais besoin de quelque chose de plus. Je dis à Sophie que je voulais écrire une lettre, pas pour le tribunal, mais pour la fondation, pour la communauté. Elle hésita brièvement, puis accepta. Ce week-end-là, je m'assis avec un stylo et j'écrivis à la main. Je restais simple. Je ne suis pas la voix de mon fils, mais je suis l'écho de ce en quoi il croyait. Il croyait en la justice, en la décence, en la vérité, qui n'a pas besoin de crier pour être entendu. Il a construit ce qu'il a construit, non pour la gloire ou l'héritage, mais parce qu'il voulait résoudre un problème, laisser quelque chose d'utile derrière lui. Je suis resté à ses côtés. Je ne l'ai pas fait pour une récompense, ni pour la reconnaissance. Je l'ai fait parce que je l'aimais, et parce que je crois en ce qu'il voulait que cette fondation soit. La semaine suivante, Sophie déposa la réfutation complète.
Elle était plus longue que la requête initiale, plus détaillée, plus substantielle, avec une documentation irréfutable. Puis nous attendîmes. Pendant ce temps, Véronique fit exactement ce à quoi je m'attendais. Elle alla voir la presse, donna des interviews, joua le rôle de la veuve inconsolable, parla d'amour, de mémoire et de cœur brisé. Elle partagea des photos soigneusement sélectionnées. Elle pleura lorsque les caméras l'exigeaient. Mais quelque chose avait changé. Le public n'était plus si sûr. Certains articles commencèrent à utiliser le mot « présumé » avant ces allégations. Des commentateurs commencèrent à faire référence à la vidéo complète, aux emails, aux contradictions flagrantes entre ce qu'elle disait et ce que les documents montraient. La vérité ne se déplace pas toujours rapidement, mais elle se déplace de manière constante et implacable. Sophie me dit que cela pourrait prendre des semaines au juge pour examiner la requête. Elle me prévint que Véronique pourrait pousser pour une audience, essayer de retarder les choses, essayer de nous user avec le temps. Je lui dis que je n'étais pas inquiète, car j'avais déjà attendu des choses bien pires. J'avais attendu des résultats d'analyse sanguine et de biopsie, et le son des machines qui bipent au milieu de la nuit. Attendre des dates de tribunal et des examens de documents ne m'effrayait pas. Pas comme voir son fils dépérir jour après jour, heure après heure. Pendant ces jours d'attente, je m'occupais. Je passais mes matinées au bureau de la fondation, examinant des propositions de bourse, rencontrant le nouveau directeur, constituant des comités d'évaluation. Je m'assurais que le travail avançait. Je gardais mes mains occupées pour que mon cœur ne soit pas submergé par le poids de l'attente. Un après-midi, alors que je passais en revue des rapports budgétaires, une bénévole entra avec une lettre. Elle était manuscrite, sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, un simple message. « Vous n'êtes pas seul, je vous crois. J'ai vu ma sœur être détruite par quelqu'un comme elle. Merci de parler. » Il n'y avait pas de signature. Juste ces quelques lignes. Cela me rappela que ce que nous faisions ne concernait pas seulement un patrimoine ou un héritage. Il s'agissait de remettre l'histoire à sa juste place, pas avec le feu, mais avec la concentration, pas avec le volume, mais avec une vérité indiscutable. C'est ce que Véronique n'avait jamais compris. Elle pensait que le pouvoir venait du bruit, des accusations dramatiques. Mais j'avais appris que le vrai pouvoir vient de la cohérence, et je serai cohérente jusqu'au bout. La décision tomba un mercredi matin. Ce fut discret. Pas de télévision, pas d'équipe de tournage, pas de gros titres criant à la justice ou à la fraude. Juste une notification de Sophie indiquant que le tribunal avait rendu sa décision. Elle m'avait transféré la copie officielle dans ma boîte de réception. 212 pages. Je les ai toutes lues. La requête pour contester le testament était rejetée dans sa totalité. Sans procès, sans audience. Le juge avait estimé que les preuves étaient claires et convaincantes. Mon fils avait toutes ses facultés mentales. Il avait pris ses décisions délibérément. Il n'y avait aucun signe de contrainte, de manipulation ou de pression extérieure. Les allégations de Véronique furent décrites comme infondées, spéculatives et, dans plusieurs cas, intentionnellement trompeuses. Cette dernière phrase comptait plus que toutes les autres. Intentionnellement trompeuse. En langage judiciaire, cela signifiait plus qu'une simple défaite. Cela signifiait une exposition, une vulnérabilité, des conséquences. La suite des événements se déroula plus rapidement que même Sophie ne l'avait prévu. En 48 heures, le tribunal ordonna une audience pour examiner d'éventuelles sanctions contre l'équipe juridique de Véronique pour abus de procédure, tentative de tromper un tribunal des successions avec des documents modifiés. L'audience fut fixée à la semaine suivante. Au départ, je ne prévoyais pas d'y assister. Je m'étais dit que le rejet était suffisant, que je n'avais pas besoin de voir les conséquences, que j'avais déjà obtenu ce que j'étais venu chercher, les volontés de mon fils protégé, son héritage intact. Mais 2 jours avant l'audience, Sophie appela. Véronique avait déposé une demande de dernière minute. Elle voulait que l'audience se tienne à huis clos, invoquant une détresse émotionnelle, prétendant que cela nuirait à sa réputation, que cela interférerait avec sa capacité à trouver du travail et à reconstruire sa vie. Le juge rejeta sa demande. C'est alors que je décidai que j'y serais, assise au dernier rang, témoin silencieux de la fin de cette histoire. J'arrivais tôt le jour de l'audience. La salle était petite, sans médias, juste les parties, leurs avocats et quelques greffiers. Sophie s'assit à côté de moi, sa posture détendue mais alerte. Véronique entra 5 minutes avant le début, vêtue d'un tailleur bleu marine trop formel pour l'ambiance. Ses cheveux étaient relevés en un chignon désordonné. Elle ne regarda pas à travers la salle. Elle savait que j'étais là,
mais ne me fit pas face. Le juge entra. L'audience commença sans cérémonie, sans drame, sans théâtralité, juste une analyse méthodique de ce qui s'était passé. Ils passèrent en revue la requête que Véronique avait déposée, la vidéo qu'elle avait publiée, la manière dont elle avait été montée, la déclaration sous serment qui contredisait sa version des faits. Ils analysèrent les dossiers financiers, l'historique juridique, le schéma de ses communications avec les proches de mon fils, le moment de son apparition, ses déclarations sur les réseaux sociaux avant et après les funérailles. Ils disséquèrent tout, pièce par pièce, exposant chaque contradiction. Son avocat tenta de plaider qu'elle avait été mal conseillée, qu'elle n'avait pas pleinement compris les risques, qu'elle avait agi sous le coup du chagrin, mais le juge le coupa avec des mots que je n'oublierai jamais. Le chagrin de perdre un homme qu'on a abandonné n'excuse pas la manipulation de ce tribunal. À la fin de l'audience, il était clair que les sanctions seraient sévères. L'avocat de Véronique ferait face à un examen formel par l'ordre des avocats. Elle serait obligée de payer les frais de justice associés à la réponse à sa requête frauduleuse. Le montant était considérable. Le tribunal émit un gel de ses comptes en attendant le paiement. Ce n'était pas la prison, pas un scandale national, mais c'était la version légale d'un règlement de compte. La vérité, enfin, réclamant son dû. J'observais son visage pendant que le juge lisait la décision. Son expression ne changea pas une seule fois, mais ses mains trahirent son calme apparent, se crispant, se relâchant, l'une après l'autre, dans un rythme nerveux. Quand le juge leva la séance, Sophie et moi nous levâmes. Nous ne nous approchâmes pas de Véronique, nous ne nous attardâmes pas. Mais alors que nous marchions vers la sortie, elle se tourna légèrement, pas assez pour croiser mon regard, mais assez pour que je voie le vide dans ses yeux. Elle était entrée dans cette bataille en pensant pouvoir plier la réalité à sa volonté. Elle en sortit avec son nom entaché dans les registres officiels du tribunal, ses finances bloquées, son histoire dévoilée comme un tissu de mensonges. Cet après-midi-là, Sophie envoya une déclaration au contact presse de la Fondation. Brève, professionnelle. La Fondation Dubois respecte les conclusions du tribunal et reste engagée à poursuivre la mission définie par son fondateur. Nous considérons cette affaire comme close. Sans triomphalisme, sans ton vengeur, juste un point final. Je m'assis dans mon jardin ce soir-là, seul, sur le même banc où mon fils s'était assis après son premier scanner sans signe de maladie, et je respirais la tranquillité. Pas la paix complète, pas encore, mais la tranquillité qui vient après qu'une porte s'est enfin fermée. Dans les semaines qui suivirent, la Fondation s'épanouit. Nous reçûmes plus d'offres de partenariat que nous ne pouvions en accepter. Les premiers boursiers étaient déjà en cours de sélection. Le jardin commémoratif derrière le laboratoire commençait à prendre forme. Quant à Véronique, elle disparut de la vie publique aussi complètement qu'elle avait disparu de la vie de mon fils 15 ans plus tôt. Plus de publications, plus d'interviews, plus de lettres, d'emails ou de tentatives de contact. Un jour, je reçus un courrier, une simple enveloppe, sans expéditeur, juste mon nom sur le devant. À l'intérieur, pas de lettre, juste une vieille photo de mon fils enfant et un bout de papier avec un seul mot. Pardon. Je ne répondis pas. Il n'y en avait pas besoin. Ce chapitre était clos. Pas avec un cri ou une célébration, mais avec la certitude tranquille de celle qui a protégé ce qui comptait. Je reçois encore des lettres de femmes que je n'ai jamais rencontrées, de filles voyant leur mère souffrir, de mères voyant leurs fils devenir des étrangers. Elles ne demandent pas de magie, juste la vérité. Et je la leur donne, simple et inébranlable. Vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été. Votre histoire ne se termine pas avec l'abandon. Vous pouvez tracer la ligne, vous pouvez reprendre le stylo. Et même si le monde n'applaudit jamais, votre paix est l'applaudissement le plus important.